Voici le dernier chapitre de ce podcast numéro 1 qui concerne les caractéristiques mécaniques du bois. Alors, avant de vous parler des caractéristiques mécaniques du bois, je voudrais vous parler des défauts dans le bois. Tout d'abord, il y a les nœuds qui sont le témoin de branches qui ont existé pendant la vie de l'arbre. Ensuite, il y a des contraintes internes qui existent dans certaines essences de bois, comme par exemple le hêtre, le robinier, qui proviennent d'une croissance particulière, qui génèrent des contraintes de cisaillement entre les fibres et qui se libèrent lorsqu'on découpe l'arbre. Vous avez par exemple sur cette photo une tranche de robinier qui s'est ouverte spontanément, je dirais, lors de son sciage, tout simplement pour libérer les contraintes internes qui existaient dans l'arbre depuis sa création. Et puis le troisième type de défaut, ce sont les fentes ou les fissures qui sont dues par exemple à des contraintes internes, mais quand même souvent au séchage, naturel ou forcé, et qui peuvent aussi être dues à différents facteurs comme du gel pendant la vie de l'arbre, un tronçonnage, un abattage un peu violent, des tempêtes, etc. Alors voilà un bel exemple d'un petit nichoir qui a été fabriqué à partir d'un morceau de chêne, et ce bois était probablement trop humide au moment où le nichoir a été découpé, et puis il a séché, et vous voyez à quel point les fentes de séchage peuvent être importantes dans du bois. Je voudrais revenir sur une notion très importante qui est la notion de résistance caractéristique. Alors cette résistance caractéristique, elle peut concerner de la traction, de la compression, du cisaillement, bref, n'importe quelle caractéristique mécanique d'un matériau. Je vais ici supposer que j'ai un lot avec beaucoup d'échantillons de bois que je vais tester par exemple en traction jusqu'à la rupture, et je vais aller dessiner un graphique avec en abscisse les résistances de chacun de ces échantillons. Et bien sûr, comme on a affaire à un matériau naturel, on aura une disparité relativement grande. Et en ordonnée, je vais aller noter le nombre d'échantillons qui ont telle ou telle résistance à la rupture. Et je vais obtenir bien sûr un graphique qui est discontinu, mais que je vais pouvoir approximer avec une courbe qui ressemble en général à celle-là. Bon, la réalité est qu'elle n'est pas tout à fait symétrique en général, mais on va la considérer ici comme symétrique. Elle va avoir une valeur moyenne, ici placée sur l'axe de symétrie, et la résistance caractéristique, elle est définie comme étant la résistance telle que 95% des échantillons ont une résistance plus importante. Et c'est celle-là que les critères de l'Eurocode utilisent. C'est-à-dire que finalement, vous voyez qu'on sera assez pénalisé, puisque l'Eurocode nous oblige à utiliser finalement pour le calcul une valeur qui est, dans 95% des cas, bien inférieure à la vraie résistance du matériau. Encore un petit mot pour dire que cette courbe, elle sera plus ou moins étalée en fonction du type de matériau. Bien sûr, je le répète, comme le bois est un matériau naturel, l'étalement de cette courbe sera plus important que si, par exemple, on considère la courbe qui provient d'essais sur des échantillons d'acier qui sont produits avec beaucoup plus de précision. Alors, une approche plutôt qualitative, plus que quantitative, des différentes résistances caractéristiques du bois. Alors on va ici considérer un bois qui est sec et qui est sans défaut. C'est important parce que j'y reviendrai plus tard en apportant certaines nuances. Alors déjà la notation. FT0K, ça représente la résistance à la traction dans l'axe des fibres, caractéristique. FC0K, la résistance à la compression dans l'axe des fibres, caractéristique. FC90K, c'est la résistance à la compression perpendiculairement aux fibres et caractéristique. Et enfin, FT90K, c'est la résistance à la traction perpendiculaire aux fibres et caractéristique. Alors, pour des échantillons de bois sec et sans défaut, la résistance en traction parallèle aux fibres est toujours plus grande que la résistance en compression parallèle aux fibres, qui elle-même est toujours plus grande que la résistance en compression perpendiculaire aux fibres, et qui est elle-même plus grande que la résistance en traction perpendiculaire aux fibres, qui est quasiment nulle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut fendre facilement du bois. Alors, en traction parallèle aux fibres, on a un comportement qui va être élastique et ensuite fragile. Donc, on va avoir une extension, et puis la rupture va se produire brutalement. En compression, on a plutôt un comportement élastoplastique avec une rupture qui va s'annoncer, d'abord par un décollement et un flambement des fibres.
perpendiculairement aux fibres en compression, on a aussi un comportement élastoplastique avec un écrasement des fibres qui va être visible. Et la traction perpendiculaire aux fibres, elle, est un comportement qui est totalement fragile et soudain et qui se fait par décollement des fibres. Le cas particulier, c'est évidemment le cas où on a une compression ou une traction d'ailleurs qui se fait de manière oblique par rapport aux fibres. Je parle de ce qui se passe dans cet échantillon qui est ici horizontal. Je vais considérer un angle alpha par rapport à l'axe du bois. Alors, dans ce cas-là, les résistances sont données par les formules de Hankinson qui sont données ci-dessous et que je vous laisse lire si vous le désirez. Faites un arrêt sur image. Je vais surtout commenter ce graphique-ci. Alors, comment est-ce qu'on va le lire? En abscisse, on a l'angle des contraintes par rapport aux fibres du bois, allant de 0 degré à 90 degrés. Alors 0 degré, là on est dans une compression ou une traction qui est dans l'axe des fibres, et à 90 degrés, on est dans une compression ou une traction qui est perpendiculaire aux fibres. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès que l'angle augmente un petit peu, eh bien, je vais déjà considérer la courbe de traction. La résistance en traction diminue très fortement. Vous voyez que pour un angle de 10 degrés, on a déjà une diminution de 50% de la résistance à la traction du bois. Et alors, dès qu'on dépasse 20 degrés, on a très très fort diminué cette résistance. Alors pour la compression, c'est aussi une forte diminution, moins, je dirais, forte que pour la traction, mais quand même, vous voyez que et là, il faut un angle de 20 degrés pour avoir une diminution de 50% de la résistance. Alors, je viens donc de vous expliquer que pour du bois sec et surtout du bois sans défaut, la résistance à la traction parallèle aux fibres était supérieure à la résistance à la compression parallèle aux fibres. Alors, on peut illustrer ce que je viens de vous raconter dans le graphique ici, qui montre qu'effectivement, il y a une grande différence entre les résistances en traction et en compression, et puis aussi que la traction correspond plutôt à un comportement élastique et puis fragile avec une rupture brutale, et la compression élastoplastique. En fait, en réalité, puisque la résistance à la traction diminue très fortement avec l'inclinaison des fibres, eh bien, et bien plus que la résistance à la compression, en réalité, dans du bois qui possède des défauts, et du bois possède toujours des défauts, eh bien, cette courbe de résistance à la traction va être diminuée. C'est-à-dire que ce point-là va en réalité partir là-bas, c'est-à-dire être en dessous de la résistance à la compression parallèle aux fibres. Et donc, la propriété dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que Ft0K soit plus grande que Fc0K, va s'inverser en réalité pour du bois, je dirais, normal, qui comprend des défauts. Alors je vais lire avec vous cette phrase qui est marquée ici en bas. Pour du bois de structure, de taille plus grande que des échantillons de laboratoire, entre parenthèses qui n'ont pas de défaut, la présence de nœuds et donc des déviations de fibres qui vont avec, même légères, donc provoque une forte réduction de la résistance Ft0K, donc traction parallèle aux fibres. Ceci explique que les valeurs de Ft0K prescrites par l'Eurocode 5 pour les bois de structure sont globalement inférieures aux valeurs de Fc0K. Maintenant à la résistance en flexion. Alors on va supposer que les fibres sont placées selon l'axe de la poutre, écartant la situation quand même pas très pertinente d'une poutre qui est constituée de fibres de bois qui seraient perpendiculaires à l'axe de la poutre. Alors la résistance à la flexion, elle va se noter Fm, et en fait c'est une résistance fictive qui découle d'un comportement global. On va mettre en flexion des échantillons de bois, et on va avoir une rupture qui va se produire. Alors la flexion, elle correspond à de la traction d'un côté et de la compression de l'autre. Et quand on va avoir une rupture, eh bien, on va diviser le moment de rupture par le module élastique de la section, et cela va définir ce qu'on appelle la résistance en flexion Fm. Et on va voir que pour la plupart des bois utilisés en structure, eh bien, cette résistance en flexion est supérieure à la résistance en compression parallèle aux fibres, elle-même supérieure à la résistance en traction parallèle aux fibres. Alors, je lis avec vous cette phrase. Étant donné la variation triangulaire des contraintes en flexion, la présence des nœuds est moins préjudiciable en flexion qu'en traction pure.
Les contraintes peuvent être déviées et donc augmentées localement près des nœuds, sans préjudice pour la résistance. Ceci explique pourquoi la résistance à la flexion est plus grande que la résistance à la traction du même élément s'il était tendu sur toute sa section. Voyons un petit peu comment se produit la rupture dans une poutre fléchie. Alors au début, le moment fléchissant il est faible et donc le matériau se comporte en compression tout comme en traction de manière linéaire. Et puis quand le moment augmente un peu, eh bien en compression on va avoir un matériau qui plastifie assez rapidement et donc dont les contraintes stagnent. Et par contre en traction, la contrainte peut continuer sans problème à augmenter. Alors, puisqu'il faut un équilibre entre l'intégrale des contraintes de compression et l'intégrale des contraintes de traction, et puisque la contrainte de compression stagne, eh bien, pour augmenter l'effort de compression, il faut absolument descendre l'axe neutre. Et c'est ce qui va se passer. L'axe neutre va descendre pour, je le rappelle, qu'il y ait cet équilibre entre l'intégrale des contraintes de compression et l'intégrale des contraintes de traction. Donc, d'un côté, l'axe neutre descend, et de l'autre côté, la contrainte de traction continue à augmenter jusqu'à un état de rupture fragile et brutal. Alors, j'en viens à la résistance au cisaillement. On distingue trois types de cisaillement. Il y a le cisaillement longitudinal qui se fait, je dirais, longitudinalement entre les fibres. Il y a le cisaillement transversal qui se fait perpendiculaire aux fibres. Et puis, il y a du cisaillement roulant qui n'existe pas dans les poutres colonnes classiques, mais qui peut exister par exemple, dans des panneaux fléchis. Et je reviendrai sur les panneaux dans la partie 3 de ce cours. Alors, la résistance au cisaillement longitudinal, elle est en fait plus faible que la résistance au cisaillement transversal, et ce sera donc la seule qui sera considérée. Je vous renvoie au principe de réciprocité des contraintes tangentielles qu'on a vu pendant le cours de mécanique des structures. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Alors, la résistance caractéristique au cisaillement, elle est de l'ordre du 10e de la résistance caractéristique en compression parallèle aux fibres. Alors, comment faire pour connaître les résistances caractéristiques des éléments de bois qui sont découpés en scieries, puisqu'évidemment le bois étant un matériau naturel, il y a une grande dispersion de ses caractéristiques mécaniques, et lorsque la scierie va vendre ces éléments de bois, eh bien, elle doit les vendre avec une certaine étiquette qui est caractéristique, c'est le cas de le dire, de ces résistances caractéristiques. Alors pour ça, on va faire un classement. Il existe deux types de classement, un classement qui est soit visuel, soit automatique. Alors le classement visuel, il se fait par des hommes qui sont là à côté de chaque élément qui est découpé et qui passe devant lui sur des rouleaux, et il va observer certains paramètres comme les nœuds, leur taille, la répartition, leur quantité, la manière dont le bois a été coupé, est-ce que c'est du bois de cœur, est-ce que c'est du bois sur quartier, est-ce que c'est du bois avec de l'aubier ou pas. Il va regarder l'inclinaison des fibres, il va regarder l'épaisseur des cernes, il va regarder la courbure de l'élément. Et en fonction de tous ces paramètres, il va se baser sur des normes qui vont lui permettre de faire un classement, c'est-à-dire de dire si le bois est du C24, du C30, etc. Et je vais revenir sur ces différents classements un petit peu plus tard. Alors le classement, c'est donc un classement qui se base sur les défauts du bois. Le classement automatique, non destructif évidemment, qui se fait par des machines, lui se base plutôt sur les qualités du bois, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de bois qui passent les uns après les autres de manière automatique dans des machines d'essai qui vont tester mécaniquement ces éléments de bois, par exemple en les déformant et en mesurant les flèches pour des efforts donnés. Et on a aussi d'autres méthodes qui sont par exemple des essais ultrasoniques où on détermine la vitesse de propagation d'un son et qui est en fait qui peut être corrélé à la limite d'élasticité du bois et à sa masse volumique ou son poids volumique. Et donc je répète, le classement visuel voit plutôt les défauts du bois et doit s'effectuer par des hommes, alors que le classement automatique voit plutôt les qualités du bois. Alors, je vous montre une photo, c'est du bois qui m'a été fourni un jour à mon domicile. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Il est marqué C24 là. Alors C24, qu'est-ce que ça veut dire? Et il est marqué en plus Dry Graded. Donc il a été classé sec. Et C24, eh bien, ça représente une classe de résistance du bois.
Donc le classement, qu'il soit visuel ou automatique, permet en fait de répartir les bois qui sont sciés en série en différentes classes de qualité, que ce soit pour les résineux ou les feuillus. En fait, c'est la norme bien connue EN 338 qui gère tout ça. Alors pour les résineux de charpente, on distingue 10 classes de qualité croissante. C'est 18, c'est 20, c'est 22, c'est 24, c'est le plus fréquent. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui est marqué ici sur la photo. C'est 27, c'est 30, c'est 35, c'est 40, et il y en a encore d'autres. Et pour les feuillus, on va distinguer 8 classes différentes, allant du D18 au D70, et c'est le D30 qui est le plus commun. Le classement, en fait, il est géré par une norme qui s'appelle la NBN 384. Et en fait, cette norme, si elle est respectée, garantit que le classement se fait avec sous une valeur d'humidité relative de l'air de 65%, une humidité, donc une teneur en eau du bois de 12% et une température de 20 degrés. Alors voici un tableau qui récapitule toutes les classes de résistance des résineux et des feuillus, colonne par colonne, et chaque ligne correspond à une résistance caractéristique particulière. Alors vous voyez maintenant qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus les poids volumiques, 10 caractéristiques mécaniques, alors que l'acier, globalement, on n'en a que 2, son module d'élasticité et sa limite d'élasticité ou de rupture. Voilà, alors nous verrons quand et comment utiliser ces différentes résistances caractéristiques. Je rappelle quand même, puisque c'est nouveau pour vous, que FMK représente la résistance caractéristique en flexion, FT0K la résistance en traction parallèle aux fibres, FT90K la résistance en traction perpendiculaire aux fibres, vous voyez d'ailleurs qu'elle est très très faible, FC0K la résistance à la compression parallèle aux fibres, FC90K la résistance à la compression perpendiculaire aux fibres, FVK la résistance en cisaillement, et puis on a les modules d'élasticité. Alors le module de glissement qui aura son importance, j'y reviendrai dans la partie 2, et puis le poids volumique caractéristique et le poids volumique moyen, et on verra aussi quand utiliser l'un ou l'autre. Alors voici une courbe assez intéressante avec en abscisse la valeur de la masse volumique en kilo par mètre cube et en ordonnée la résistance caractéristique. Alors quelle résistance caractéristique? On a ici la courbe orange qui représente le FMK, donc flexion, la courbe bleue pour la compression parallèle aux fibres, la courbe rouge pour la traction parallèle aux fibres et la courbe noire pour la compression perpendiculaire aux fibres, avec à gauche les résineux et à droite les feuillus. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces courbes? Déjà on peut en déduire que plus la masse volumique est importante, plus la résistance caractéristique est importante, et on peut aussi en déduire que globalement, les résineux ont une plus faible masse volumique et donc globalement de plus faible résistance caractéristique que les feuillus. Mais évidemment, un très bon résineux peut avoir des résistances caractéristiques supérieures à un mauvais feuillu. Alors, je n'ai pas encore parlé du lamellé-collé. C'est une invention assez fantastique qui permet de produire des éléments de bois qui sont très longs et qui sont même éventuellement cintrés pour fabriquer des éléments constructifs courbes. Le lamellé-collé, c'est en fait la superposition, par collage de lamelles de bois ou de planches de bois, les unes au-dessus des autres et les unes après les autres. Vous voyez ici un aboutage qui se fait avec une espèce de peigne. Donc on utilise évidemment des colles pour cela. Donc le bois lamellé-collé, il est constitué de planches qui sont séchées, avec une teneur en eau qui est inférieure à 15%. On essaye de purger au maximum les défauts. On coupe les endroits où il y a des défauts et puis on aboute. Les planches sont rabotées, elles sont collées par pressage et puis elles sont de nouveau rabotées. Et les avantages sont nombreux. Il y a une meilleure répartition des nœuds et il y a moins de nœuds, puisque là où il y en a de trop, on peut éventuellement éliminer la matière. On a des caractéristiques mécaniques qui sont plus homogènes, on peut faire des formes quelconques, on peut avoir des grandes longueurs, jusqu'à 60 mètres parfois, des grandes hauteurs, 2 mètres, 2 mètres 50, et on gaspille moins le bois puisqu'on peut utiliser des éléments de bois courts pour faire des éléments de bois qui seront in fine plus longs. Alors voici quelques photos d'ouvrages en lamellé-collé. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez
pour contempler ces images. Il est très très fort utilisé dans la construction. Alors, bon, j'ai repris ici des tableaux qui vous donnent les différentes caractéristiques mécaniques des lamellés collés. Alors, le lamellé collé le plus fréquent, on l'appelle du GL Glue Laminate, donc GL28H. Il existe aussi du GL20H, du GL24H et du GL32H. Vous avez ici toutes les résistances caractéristiques. Donc, on distingue le bois lamellé collé homogène, donc qui est constitué de planches qui sont souvent du C24 ou du C30, identiques et collées les unes au-dessus des autres, dans le sens de la hauteur. Et puis, on a parfois du bois lamellé collé panaché, pardon, qui est une variante dans laquelle on place les planches de meilleure qualité aux extrêmes, c'est-à-dire en haut et en bas. Et ça s'utilise pour des poutres fléchies, par exemple. Alors, voici des graphiques assez intéressants. Les deux premiers montrent l'influence de la teneur en eau du bois, ici en abscisse, sur les résistances caractéristiques, par exemple en flexion, sur ce graphique-ci, et le module d'élasticité parallèlement aux fibres du bois. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que plus la teneur en eau du bois augmente, moins le module d'élasticité est grand, et moins les résistances caractéristiques sont grandes. Et donc on peut en conclure que l'humidité est donc la classe de service, souvenez-vous, il y a 3 classes de service, 1, 2 et 3, donc a une influence importante sur les résistances caractéristiques et sur les modules d'élasticité du bois. Ensuite, on pourrait parler de nouveau de l'humidité du bois, mais aussi de la durée d'application des charges. Alors regardez ce graphique-ci, qu'est-ce qu'il vous indique? En abscisse, on a le temps, et en ordonnée, on a la flèche de fluage d'une poutre divisée par la flèche instantanée. Alors le fluage, je vous rappelle que c'est une déformation qui se produit sur du long terme sous charge constante. Alors regardez, on peut en déduire deux choses de ce graphique. D'une part, eh bien que ce fluage est d'autant plus grand que la teneur en eau du bois est grande, et puis il est d'autant plus grand aussi que le temps avance. Et donc finalement, de ce slide-ci, de ces 3 graphiques-ci, on pourrait en déduire que d'une part l'humidité et d'autre part le temps d'application des charges modifient de manière négative, influencent de manière négative les caractéristiques mécaniques du bois. Alors je vous remontre ce transparent que je vous ai montré tout à l'heure avec les classes de service qui sont définies par l'Eurocode, et on comprend mieux maintenant avec ce que je viens de vous dire pourquoi on définit des classes de service, classe 1, classe 2, classe 3, qui sont d'autant plus pénalisantes pour le dimensionnement des éléments que les ouvrages se trouvent dans des endroits qui sont humides. Alors, je viens de vous expliquer sur base des 3 graphiques là, que d'une part l'humidité et d'autre part la durée d'application des charges avaient une influence sur les caractéristiques mécaniques. Ça va s'exprimer par l'intermédiaire d'un coefficient qu'on va appeler, enfin que l'Eurocode appelle le K-mode. Et ce K-mode, il est donné ici dans ce tableau. Alors, chacune de ces colonnes représente une classe de service, donc plus on se déplace vers la droite, plus on est en présence de structures qui seront dans des milieux humides, et chaque ligne représente des charges qui ont une durée d'application différente. Et vous voyez que ce coefficient, eh bien, il varie, et il est d'autant plus pénalisant que l'on part ici vers la droite dans des classes de service importantes, et d'autant plus pénalisant qu'on a des charges qui sont de long terme dans la partie supérieure du tableau, là, ou de court terme dans la partie inférieure. Je lis cette phrase-ci avec vous. Le tableau ci-dessus, extrait de l'Eurocode 5, donne les valeurs du coefficient réducteur K-mode à appliquer sur les résistances caractéristiques du bois brut ou du BLC, donc bois lamellé collé, en fonction de la classe de service 1, 2 ou 3 et du temps d'application des charges. Il en résulte une valeur plus petite à considérer pour les calculs et qui est donnée par la relation suivante. Donc pour les calculs, on ne va pas prendre en compte la résistance caractéristique, mais on va prendre en compte la résistance caractéristique multipliée par ce K-mode, le tout encore divisé par un coefficient de sécurité qui va englober en fait les autres incertitudes liées à la modélisation qui peut être erronée parfois ou imprécise, aux problèmes de construction, etc. Alors ce gamma, coefficient de sécurité, gamma M, il vaut 1,3 pour du bois brut et 1,25 pour du bois lamellé collé. Ce qui est un petit peu logique puisqu'il y a moins d'incertitudes sur du bois lamellé collé qui fait l'objet d'une production qui est plus attentive au niveau de la sélection des éléments qui ont des défauts.
Alors, je viens de vous expliquer comment il fallait tenir compte de l'humidité et de la durée d'application des charges pour euh, modifier ou pour établir les critères de dimensionnement aux états limites ultimes, donc avec en fait la multiplication de la résistance caractéristique par le K-mode. Alors maintenant, si on considère plutôt les aspects ELS, donc les aspects de déformation et en particulier les aspects de déformation à long terme, eh bien, je vous ai également, il y a quelques minutes, montré un graphique qui vous montre que des charges de long terme vont augmenter la flèche, c'est-à-dire provoquer finalement des flèches de fluage et que ces flèches de fluage sont aussi plus importantes si l'humidité est importante. Et donc, on va définir deux nouveaux coefficients qui sont d'une part le KdF et d'autre part le psi2, qui vont en fait permettre de calculer les flèches à long terme. Alors, le fluage, il est évidemment dû aux charges permanentes, hein, qu'on note G. Alors, elles vont intervenir à 100% pour le fluage puisqu'elles sont là de manière permanente, mais il y a aussi les charges variables, et on va considérer qu'il y a une certaine part psi2 fois Q des charges variables qui s'applique de manière cumulée pendant une partie de la vie de l'ouvrage, c'est-à-dire qui participe également à la flèche de long terme. Alors vous avez ces valeurs de psi2 ici dans le tableau qui sont données en fonction des types de charges, et vous voyez que plus les charges sont, je dirais, susceptibles d'agir sur du long terme, par exemple comme des charges de stockage, plus le coefficient psi2 est important. Alors, psi2 vaut évidemment 1 pour les charges permanentes, et comme je viens de le dire, vaudra moins que 1 pour les charges variables. Ensuite, on a le KdF qui caractérise la propension au fluage, qui est accélérée, qui est aggravée par l'humidité, c'est-à-dire finalement par la classe de service. Rappelez-vous des trois classes de service qui dépendent, je dirais, de la manière dont les structures sont exposées à l'humidité, et KdF va valoir 0,6 en classe de service 1, 0,8 en classe de service 2, 2 en classe de service 3. Donc globalement, quand on va calculer les flèches, mais j'y reviendrai dans la partie 2 en détail, eh bien on va devoir calculer une flèche de fluage qui vaut, donc pour les charges variables, qui vaut psi2 fois KdF fois une flèche que l'on calculerait comme si elle était due à des charges instantanées. D'accord? Et pour les charges, donc avec le psi2 qui est plus petit que 1 et que l'on va chercher dans le tableau ici au-dessus. Et pour les charges permanentes, eh bien, les flèches qui seront dues à ces charges permanentes seront calculées par la même relation, à la nuance près que ici, le psi2 sera égal à 1, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les charges permanentes, comme leur nom l'indique, agissent tout le temps. Alors, je voudrais encore vous montrer deux slides avec des choses un petit peu particulières. Ce graphique-ci montre l'influence de la température sur les caractéristiques du bois. Alors, on voit que plus la température augmente, plus le module d'élasticité du bois diminue, de même que les autres caractéristiques mécaniques. Donc finalement, on pourrait dire que la température influence assez fort les caractéristiques mécaniques du bois, mais l'effet du séchage compense en bonne partie, voire totalement, l'effet de la température, que l'on considère donc souvent comme négligeable dans la plupart des cas, puisque si la température diminue les caractéristiques mécaniques, le séchage, lui, c'est-à-dire l'expulsion de l'eau qui est due à la température, eh bien, lui, par contre, augmente les caractéristiques mécaniques. Et donc, les deux se compensent. Et c'est pour ça que finalement, on en tient rarement compte. Alors, je voudrais ici aborder un dernier thème qui concerne le prix du bois. Alors, le bois brut qui provient de la forêt, qui a été abattu et qui arrive à la scierie, il coûte de l'ordre de 100 à 120 euros du mètre cube. Alors, à la scierie, il va être débité, découpé en éléments de différentes sections, et là, lorsqu'il sort de la scierie, il est vendu à peu près à, en tout cas pour de l'épicéa ou du Douglas, les bois quand même les plus courants ici en Belgique, de l'ordre de 250 à 400 euros du mètre cube. Alors, si vous considérez maintenant du bois lamellé collé, là, à la sortie de l'usine, ce bois lamellé collé va coûter de l'ordre de 500 euros par mètre cube, et il faudra encore compter pour le transport et son placement à peu près 400 euros du mètre cube. Pour le bois lamellé croisé, le CLT, donc c'est encore un petit peu plus cher, de l'ordre de 700 euros du mètre cube à la sortie de l'usine, plus ou moins 400 euros du mètre cube pour le placement et le transport. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces prix avec le prix moyen approximatif du béton.
Alors, la valeur que je vais vous donner est approximative, moyenne, elle peut fortement varier, mais en gros, pour du béton armé, mis en place et coffré avec ses armatures, il coûte de l'ordre de 500 euros du mètre cube. Alors, quand on compare évidemment ces prix, le prix du béton avec le prix du bois, eh bien, on constate quand même que le béton est un matériau qui est très compétitif par rapport au bois, qui finalement est assez peu cher. Et donc, ça nous pousse quelque part à essayer de développer des méthodes constructives qui utilisent du bois qui est le moins transformé possible. Alors voilà, je termine avec ce slide mon premier podcast, le premier podcast de ce cours de structure en bois. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour le deuxième podcast qui concernera le calcul des éléments de bois, des structures en bois, selon les règles de l'Eurocode 5.